Bondy, ici Bondy. Ici Bondy, ici Bondy. B. B. C. BBC. Bondy. 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 Blog. Café. Bondy Blog Café. Gabriel, garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Blog Café. Henri Guénaud, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Bondy. Merci beaucoup. C'est la 3e fois qu'on se rencontre. Absolument. Une fois à l'Élysée, une fois à LCI et aujourd'hui à Bondy. ouais. C'est un peu le match retour. Je vous installe ici, Vous si avez vous des permettez. enfants, Voilà, et Merci. moi je vais me mettre là. Ça va bien? Oui, ça va. Donc on va voir d'abord Ça ce que va. vous allez commander. On va demander à Nadège de venir. Bonsoir Nadège. Henri Guénaud, Nadège. Bonsoir. Voilà, moi je voudrais un café s'il vous plaît. Non, moi, je veux bien un jus de tomate. Un jus de tomate. Mais si je prends du café à cette heure-ci, après, c'est... Vous êtes plutôt jus de Je ne dors tomate plus. à 19h que café, c'est ça? Vous êtes comme Oui. moi en fait. Mais non, vous prenez un Quand on boit café. du café. Non, non, moi j'ai. Ah oui, j'ai pris un café, c'est vrai, j'ai pris un café. Henri Guénaud, merci beaucoup d'être venu ici. Donc on s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises. À chaque fois, vous aviez une fonction un peu différente. Aujourd'hui, vous êtes député. Est-ce que quelque chose a changé entre la plume que vous étiez et le député que vous êtes aujourd'hui? Oui, tout a changé. Tout a changé. J'étais dans un lieu de pouvoir, dans un endroit où on prenait des décisions. Aujourd'hui, je suis à l'Assemblée. Ça vous plaît ou pas? Ce qui me plaît, c'est de pouvoir, dans les circonstances où nous nous trouvons aujourd'hui, qui sont des circonstances assez particulières, confrontés à une crise terrible, où les choses se défont, c'est dans ces circonstances-là de pouvoir faire de la politique. C'est-à-dire d'avoir la légitimité de parler. On m'a tellement reproché dans le passé de parler sans être élu. C'est vrai, je prends un peu de En plaisir. même temps, vous aviez à parler en cassé étant- les codes à ce moment-là. Donc vous étiez conseiller Oui, bien sûr. spécial de Nicolas Ils avaient Sarkozy. cassé, mais on me l'a assez reproché. Oui, oui. Mais je pense que Nicolas Sarkozy aussi, pour être élu, a dû casser un certain nombre de codes. Merci. Donc finalement, vous lui ressemblez quelque part. Mais les codes sont faits pour exister, pour être de temps en temps cassés. Pas tout le temps, Ouais. mais de temps en temps. Je vous laisse parce que vous avez une sacrée mixture. Il faut mettre du poivre, du sel. C'est un peu comme le jus de tomate, c'est un peu comme la politique en fait. C'est un mélange des fois de conviction, mais aussi de compromis, d'intelligence et parfois aussi de démagogie. Enfin, on a le sentiment comme que la politique, c'est une la sacrée vie. mixture. La politique, c'est la vie. Ce ne sont pas forcément des compromissions, ni même d'ailleurs des compromis. C'est simplement... Mais vous aviez rêvé, vous, de ça? D'une carrière politique? Non, j'ai toujours rêvé de peser sur l'histoire. Mais après, ça n'a jamais pris une forme très C'est un peu très prétentieux, précise. ça, non, quand même, peser sur l'histoire. Peut-être. Vous avez écrit dernièrement un livre sur Camus. Vous projetez un peu, non, quand même? Je ne me projette pas, mais je m'identifie à beaucoup d'aspects de sa vie, oui. Vous êtes un Méditerranéen, donc. C'est pour ça que Profondément. c'est pour ça que de temps en temps, on vous voit partir en vrille Profondément. Non, je dans pense dans les médias. On a Non. quand même, quand on fait quelques recherches... Non, quand on fait quelques recherches, on ne trouve que 2 épisodes dans toute ma vie médiatique qui est déjà longue, où je me suis un peu énervé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en France, Mais je m'énerve assez rarement. avec ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, avec toutes ces polémiques, est-ce qu'il n'y a pas trop d'indignation et trop de polémiques qui sont au fond que des joutes un peu superficielles, alors que les vraies réalités des Français que l'on retrouve ici au quotidien sont finalement mises de côté? D'abord, je pense qu'il faut se garder de déterminer soi-même ce que sont les vraies réalités des Français. Quand dans un pays, on parle par exemple d'identité nationale en permanence et que l'on mette le doigt sur des gens qui sont supposés ne pas être totalement français, c'est une vraie agression, c'est une vraie polémique et ça pose des questions. Il y a une crise identitaire. Une crise identitaire en France, en Europe, dans beaucoup de pays développés. C'est une réalité. Pas la peine c'est pas la peine de se voiler la face et de dire qu'il n'y a aucun problème. Et vous savez, un individu qui a un problème d'identité, c'est pas quelque chose d'anodin. Hein, il est obligé d'aller se faire soigner, psychanalyser. Bon, en tout cas, il faut qu'il règle son problème. Est-ce que la France est dans cette Il séquence-là? règle son problème avec lui-même. Donc les problèmes d'identité ne sont jamais des problèmes anodins. Et on a des problèmes d'identité individuelle et d'identité collective. Bien
Là, nous faisons face à une crise d'identité collective. Aujourd'hui, c'est vrai, nous n'arrivons pas à répondre implicitement à la question qu'est-ce qu'être français. Il y a des moments dans l'histoire où cette question ne se posait pas parce que c'était évident pour tout le monde. Et aujourd'hui, ça ne l'est plus. Je continue de penser que la question qui avait été posée était une question parfaitement pertinente. C'était une question parfaitement légitime. Qu'est-ce qu'être français au XXIe siècle? On ne peut pas dire que la question ne se pose pas à chacun d'entre nous. Ce que je crois, c'est que ce qu'a montré l'expérience, c'est qu'un gouvernement, au fond, une majorité, un gouvernement, n'est pas là pour organiser des débats. Je vous propose de regarder la conférence de rédaction. Vous savez, c'est la conférence de rédaction où on annonce l'arrivée donc du prochain invité, donc en l'occurrence vous, et c'est une espèce de revue d'actualité avec tous les blogueurs. Je vous demande de regarder ça et puis après on réagit et surtout on termine notre jeu et on va rejoindre les blogueurs. J'appuie là et c'est parti. Alors on reçoit Henri Guénaud qui est le député des Yvelines. On le reçoit donc pour le 3e numéro du Bondy Blog Café. Quelques mots sur Henri Guénaud. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez d'abord en tant que député? Mais j'imagine que certains d'entre vous le connaissent davantage en tant que conseiller politique de Nicolas Sarkozy. Pour lui, Sarkozy, c'est vraiment une histoire d'amour politique. C'est une rencontre qui l'a marqué, qui l'a bouleversé. Au fond, Henri Guénaud, c'est Nadine Morano en masculin. Dans son rapport avec Sarkozy, dans son côté très exalté, très mystique, même quand tu le vois dans les plateaux. C'est un très bon homme d'idées. C'est-à-dire qu'on a parlé de lui comme un des donneurs de leçons sur la fracture sociale, sur pas mal d'idées comme ça, mais en politique, en tant que tel, moi je le considère comme un piètre homme politique. Ses idées, il les a données aux autres et il les a pas défendues lui-même. Est-ce que c'est un véritable homme de droite ou est-ce que c'est une opportunité politique qui à un moment donné s'est présenté à lui? Mais il s'inscrit dans une trajectoire de droite dans la mesure où voilà, c'est de l'individualisme, d'être libéral, voilà, se dire je vais le faire tout seul, je peux le faire, je peux y arriver. C'est pas quelque chose qui est critiquable en fait. Il a joué le jeu de la politique, il a joué le jeu des diplômes, il est diplômé de l'IUP, d'accord, il a raté l'ENA, mais bon, c'est pas, enfin, plein ont réussi sans être Il n'a ENA. pas besoin d'être arrogant en parlant des payes de députés. À un moment donné, quand tu viens, ta maman, elle a dû lutter pour te payer les petits pois quand t'es petit. Tu dis pas 5000 € c'est peu, tu vois. Il faut être humble en fait. Oui, évidemment, mais après c'est une qualité qu'on a où on n'a pas l'humilité. Est-ce que selon vous, l'UMP a finalement mangé son pain noir et est en ordre de bataille aujourd'hui, ou est-ce que l'UMP c'est encore le grand bazar en attente finalement d'un retour probable de Nicolas Sarkozy? La droite a besoin d'un leader fort, c'est un parti qui fonctionne un peu de manière patriarcale. Il faut le père fort qui soit là et qui tire tout le monde pour que l'opposition ait une seule voix. Et là, elle est faible parce qu'elle fait comme la gauche en fait. C'est qu'il y a beaucoup de petits courants qui se tensent et qui se piquent, et ce qui fait qu'il n'y a pas d'opposition forte et que certains sont tentés par le FN. Et ça m'intéresserait d'ailleurs de voir le positionnement d'Henri Guénaud sur 2017 parce que on en parle déjà pas mal et là on est avec l'UMP, on est complètement perdu comme il dit, on ne sait pas qui va représenter l'UMP parce que c'est un parti qui a été extrêmement fragilisé et en même temps on ne sait pas quelle ligne sera choisie quoi pour cette campagne. Est-ce que ça va être une campagne d'extrême droite comme l'a fait Nicolas Sarkozy et d'ailleurs il a perdu, donc c'était pas la bonne voie, ou ça sera une campagne du MP classique entre guillemets. Au fond la politique elle a pas tellement changé dans l'action depuis l'élection de François Hollande. À partir de janvier prochain, on aura une TVA qui va monter à 20% et tout le monde sera touché. Donc est-ce que Henri Guénaud, vous êtes content de la politique de droite de Jean-Marc Ayrault? Vous êtes content de la politique de droite? Non, mais là, la réponse est que moi, je ne comprends pas ce que veulent dire ces catégories. Et je suis très surpris qu'à leur âge, ils soient déjà enfermés dans ces catégories. La droite, la gauche, le C'est un peu ce qu'on leur a appris à l'école. Il y a des grands courants idéologiques à droite, à gauche. Non, je pense que c'est une façon de raisonner de vieux. Voilà, je pense que tout ça n'a pas de sens, en tout cas pas à 20 ans. Donc pour vous, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche? Non, pour moi, ça n'a jamais eu de signification particulière. Ou plutôt, ça a une signification dans le domaine des idées. C'est-à-dire qu'il y a des idées qu'on peut qualifier de droite et des idées qu'on peut qualifier de gauche. Moi, j'ai besoin de la justice sociale et de l'autorité. Je refuse d'avoir à choisir entre les deux. Et puis ensuite, il y a les partis.
C'est de ça dont parlent nos jeunes, les partis de droite et les partis de gauche. Mais qu'ont-ils à voir avec les idées de droite et les idées de gauche? Écoutez, vous terminez votre jus de tomate. Je vais peut-être pas tout et finir. je sens que pendant 3/4 d'heure, on va bien réfléchir à toutes ces questions parce que c'est des questions qui traversent la jeunesse de France et qui a besoin de se confronter donc aux personnalités politiques. Et c'est pour ça que je vous remercie encore une fois d'être venu nous rendre visite ici à Bondy. Et je vous invite à rejoindre donc tous ces jeunes. Allons-y. Bondy, Bondy, Blog, café. Bondy Blog Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Blog Café. Bondy Blog Café numéro 3 avec Henri Guénaud. Merci beaucoup, monsieur le député des Yvelines, d'être venu à Bondy. Avant de commencer cette émission, je vous présente tout d'abord les 3 blogueurs qui ont préparé ce magazine. Je commence d'abord par Faiza Zerouala, qui est là. Bonsoir, que vous avez déjà rencontré il y a 2 ans à l'Élysée, exactement. À côté de Faiza, vous avez Rémi Attinguet. Bonsoir. Et à mes côtés, vous avez Bala Fofana, qui est donc le 3e blogueur à avoir participé à cette émission. Tout autour de nous, il y a un certain nombre de jeunes, notamment du Bondy Blog, mais aussi des lycéens et des étudiants en journalisme. Mais avant donc d'ouvrir tous ces dossiers, on regarde d'abord le portrait qui a été réalisé par Claire Diao. Nom, Guénaud. Prénom, Henri. Né le 11 mars 57 à Arles. Plutôt que d'opter pour une carrière de torero, le jeune Henri monte à la capitale et intègre Sciences Po. Après un DEA en politique économique, l'Arlésien fait son entrée dans l'arène politique. Henri Guénaud, ça a été longtemps un homme de l'ombre, un conseiller, un inspirateur des plus grands, des futurs ou des présidents de la République. Avec Jacques Chirac, pendant la campagne de 95, il est l'un de ceux qui inventent l'idée de lutter contre la fracture sociale. En 2007, avec Nicolas Sarkozy, c'est lui qui annexe des hommes de gauche dans les discours, Victor Hugo, Léon Blum, Jean Jaurès. Et puis ensuite, quand Nicolas Sarkozy est élu, il devient la plume, c'est-à-dire celui qui écrit les discours de Nicolas Sarkozy, et on lui doit notamment le fameux discours de Dakar, selon lequel l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire. Voilà, c'est un républicain, c'est un gaulliste social, il était proche de Philippe Séguin, et puis c'est un eurosceptique, voire même un souverainiste. Il a voté non à Maastricht et non au traité constitutionnel européen. Le non, non et non, Henri Guénaud le pratique aussi sur les plateaux télé. Olivier Galzi est bien placé pour en parler. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'on ne sait jamais ce que ça va donner sur un plateau. Il y en a, c'est vrai, on les invite, on sait à peu près au mot près quels seront les éléments de langage. On est grosso modo dans la langue de bois. Ce qui est appréciable en tant qu'intervieweur avec lui, c'est qu'il peut complètement sortir du cadre. Alors je ne sais pas si c'est toujours bon pour lui, mais en tout cas, c'est vrai que d'un point de vue journalistique, ça laisse la possibilité d'un happening, on va dire. Il a un peu ce côté déjà un peu exalté, c'est vrai que c'est un vrai penseur, c'est un intellectuel, et en plus il est un peu coléreux, il se déchaîne. Il représente bien cette tradition d'une partie de la droite française qui est une droite, je disais, bonapartiste. C'est vrai que le parallèle est saisissant, mais Henri Guénaud s'est surtout positionné comme un sarcophane. Plus que défenseur, propagandiste de Nicolas Sarkozy. Il dit que, en fait, il n'a pas été battu en 2012 au regard de son bilan. Il dit que Nicolas Sarkozy a sauvé la démocratie en France, en Europe et même dans le monde, dit-il. Et puis surtout, c'est le censeur terrible de tous ceux qui attaquent Nicolas Sarkozy. Tout bien pensé, le lieutenant Guénaud ne viserait-il pas le grade suprême de chef d'État ? Il en est capable. Sa personnalité fait qu'il en est capable. Ça dépendra du moment, ça dépendra de qui sera candidat. Et si, comme pressenti, son mentor briguait encore un mandat? Bien évidemment, il sera dans l'équipe, dans le premier cercle, j'imagine, de Nicolas Sarkozy. En tout cas, il fera une campagne totale, un dévouement total à Nicolas Sarkozy, qui est vraiment son grand homme, quoi. Nicolas Sarkozy, président de la République! Vive la République et vive la France! Voilà, c'était donc le portrait réalisé par Claire Diao. Et la première question, c'est Faiza qui la pose. Donc, Monsieur Guénaud, vous citez souvent Albert Camus. Pourquoi est-ce que vous vous identifiez autant à un homme de gauche? Est-ce que c'est parce que vous avez un parcours un peu similaire, une enfance pauvre? Vous êtes extraordinaire. La première question, c'est pourquoi vous identifiez à un homme de gauche? C'est quand même... Pour moi, Camus, c'est ni un homme de droite, ni un homme de gauche. C'est juste quelqu'un avec qui je me sens en phase parce qu'il a eu une enfance qui ressemble à la mienne. Il vient du même genre de milieu que moi. Il aime le soleil et la lumière de la Méditerranée. Il aime la tragédie.
Et c'est un écrivain que je trouve, et un penseur absolument extraordinaire, dans lequel je me reconnais. Mais vous êtes posé cette question? Camus n'a s'est jamais engagé dans un parti, sauf pendant un an au Parti communiste. Et moi, je ne choisis pas les auteurs que j'aime, les poètes que j'aime, les penseurs que j'aime, en me demandant s'ils sont de gauche ou s'ils sont de droite. C'est peut-être vrai pour Albert Camus, mais Jean Jaurès, par exemple, lui, il était engagé en politique, oui, et dans un certain camp politique. Et pourtant, vous j'aime bien Jaurès, cité sous... Oui, parce que Jaurès appartient à mon histoire. C'est pendant comme à la vôtre. D'ailleurs, mais Péguy aussi. Péguy et Jaurès se détestaient, et alors? Et bien sûr, mais il n'appartient pas forcément à l'histoire de Nicolas Sarkozy. Il avait quand même des positions très fortes d'un point de vue politique. D'abord, vous croyez... Quel rapport entre Nicolas Sarkozy en 2007 et les choix de Jaurès au sein de ce qui était le Parti socialiste de l'époque, c'est-à-dire la SFIO? Mais pourquoi aujourd'hui ne serions-nous pas tous des héritiers de Jaurès, de Clémenceau, de Léon Blum? Moi, je me souviens pendant la campagne de 2007 de ce que me disaient les journalistes sur des plateaux de télé. Ils me disaient: oh, quand même, hein, vous, la droite, Jaurès, Blum. Et je disais aux journalistes: et dites-moi, vous êtes contre les congés payés, vous? Non. Non, manifestement, c'est une phrase que vous dites souvent. Oui, mais je la répète parce que c'est la seule façon de se sortir de cette... C'est vraiment un refrain qui tourne en boucle chez vous. Bah oui, parce que moi, je suis pour les congés payés, voyez-vous. Oui, vous aussi. C'est une question rhétorique, tout le monde est pour les congés payés. Ben, je sais pas, non, à l'époque, il y avait un tas de gens qui n'étaient pas. Mais par exemple, Jean Jaurès, il était pour d'autres choses que les congés payés. C'est mon histoire. Jean Jaurès, il était pour imposer le capital, il était pour imposer la succession, et c'est pas des choses que Nicolas Sarkozy a mis en place pendant son quinquennat. La droite, si on veut. La droite, ouais, pas seulement Nicolas Sarkozy, mais c'était des choses qui portaient très fort. Ne confondons pas les époques. On a cité Jaurès pour plusieurs raisons, et notamment sur l'éducation. Et je vous conseille de lire les discours de Jaurès à la jeunesse. Ils sont remarquables, et moi, je n'ai rien à retrancher à ces discours. L'idée que Jaurès faisait de la justice sociale m'intéresse. Voilà, c'est un personnage pour lequel j'ai un profond respect, à la fois pour son talent et pour la profondeur de sa pensée et pour la générosité de sa pensée. Je revendique toute l'histoire de France et je revendique de choisir très librement ce qui m'a inspiré, ce qui m'a nourri et ce qui m'a enrichi. Henri Guénaud, vous dites que la gauche n'a pas le monopole de ces intellectuels, non, mais parce de ces penseurs. On parle de deux choses très différentes. Quand on parle aujourd'hui de la gauche et de la droite, on parle des partis. Or, les partis, qu'est-ce qu'ils ont à voir chacun avec cette histoire? Il n'est pas vrai que le Parti socialiste est l'héritier de Jaurès et de Blum. Avant qu'on en reparle, ils n'en parlaient plus. Et d'ailleurs, la politique qu'ils font, non plus, je pourrais vous dire la même chose, rien à voir avec celle du Front populaire. Bon, Monsieur Guénaud, moi, je voudrais justement en parler d'histoire. Je finis. Je voudrais vous parler de votre enfance, en fait. Ouais, mais juste une seconde là-dessus, parce que sinon, on va... Je vais vous lire un passage que j'ai trouvé vraiment très émouvant. Juste une seconde. Vous disiez... Attendez, juste une seconde avant. Alors, une seconde et après Bala. Non, allez-y, une seconde. Il faut qu'on ait le temps de finir ces phrases. Bon, je veux revenir un instant sur cette histoire de droite et de gauche. Moi, ça ne m'a jamais intéressé. C'est pour ça que depuis toujours, je suis gaulliste. Parce que le gaullisme, c'était la volonté de dépasser la droite et la gauche. Ce que je vous reproche, c'est que vous prenez des auteurs de gauche, mais d'il y a 50 ans. Alors vous faites un peu comme ce que François Mitterrand disait, les gens de droite, ils aiment bien les auteurs de gauche et les penseurs de gauche, mais s'ils sont morts ou s'ils sont à l'étranger. Bah oui, parce qu'on les cherche aujourd'hui. Vous les cherchez, les penseurs de gauche? Oui. Moi, je peux vous en donner quelques-uns. Bon, allons-y. On va donner la parole à Bala. Non, mais vraiment, non. Parce que sinon, ça ne sortira pas. Bala. Alors moi, je voudrais revenir justement sur... on va parler un peu de vous et d'une phrase qui m'a ému, mais qui m'a fait me poser des questions ensuite. C'est par rapport à votre mère, quand il y avait des amis justement d'un autre milieu plus élevé que le vôtre qui vous invitaient à dîner ou à manger, vous disiez « Je pleurais quand ma mère et ma grand-mère refusaient l'invitation qui m'était faite d'aller goûter chez le fils d'un médecin ou d'un avocat, parce que cette invitation, nous ne pouvions pas la rendre. » Vous allez plus loin en disant « Chez les pauvres, on éduque souvent mieux les enfants que chez les riches. » Donc, je dis ça à propos de cette stupidité qui consiste à expliquer que les délinquants et les voyous sont délinquants et voyous parce qu'ils sont fils de pauvres. Ça justement, voilà. Je pense que chez les pauvres, on éduque souvent mieux ses enfants que chez les riches. Oui. Alors, depuis que nous sommes ensemble, depuis à peu près une dizaine de minutes, il y a un nom qui est revenu, c'est Nicolas Sarkozy. Alors c'est vrai que dès que l'on parle avec les gens de l'UMP, ce nom arrive comme ça, il y a une espèce comme ça de... Alors d'abord, moi je ne représente pas l'UMP ce soir. Hein. Je parle en mon nom, je n'engage que moi. Voilà.
j'engage pas mon parti. En même temps, vous n'êtes pas anonyme, vous êtes député UMP. Oui, j'assume le fait d'être député UMP, j'assume le fait d'avoir une pensée, une personnalité, une histoire, des idées, des convictions qui sont les Très miennes. bien. Et donc, justement, on va vous poser la question sur ce probable retour de Nicolas Sarkozy, avec lequel vous avez fait un bout de chemin, notamment pendant son premier quinquennat. Et tout le monde nous dit, d'ailleurs, on lit un peu la presse, on nous dit finalement, l'histoire est en train de se réécrire. Il y a une espèce de storytelling autour de Nicolas Sarkozy. Il va peut-être refaire son retour. Donc, on a demandé aux jeunes du Bondi Blog d'avoir d'abord une réaction et après, on va vous demander donc de répondre à nos questions. Moi, je suis désolé, je trouve que cette question est ridicule. Elle n'existe que dans les médias. C'est pas une question que j'entends autour de moi dans la vie. Le retour de Nicolas Sarkozy, s'il veut revenir, il reviendra. Faut qu'il sache qu'il n'est pas très populaire. Le retour de Sarkozy, j'y crois à 1000%, parce que connaissant sa passion pour la politique, son ego, comme celui d'ego de tous les hommes politiques, je pense qu'il supportera pas d'avoir été le seul président de la 5e à avoir fait que 5 ans. Avec toutes les casseroles qui se trimballent, là, les affaires, ça risque d'être compliqué, non? Nicolas Sarkozy, c'est quand même un homme politique qui est pas très populaire auprès des jeunes. On l'a vu dans l'élection présidentielle de l'année dernière. La plupart de ceux qui votaient pour lui, c'était des plus de 50 ans. Et heureusement pour lui, la France vieillit. Donc il a de la chance. Faiza. Est-ce que la plus grosse dérive du gaullisme, c'est pas ce culte du chef? Est-ce que l'UMP n'est pas en train d'en crever de ça? Cette attente de l'homme providentiel que vous écrivez d'ailleurs dans une tribune de... Non, je ne sais pas si c'est une dérive. C'est un fait que le gaullisme est à la recherche de l'homme providentiel, est fondé sur l'idée de l'homme providentiel. Alors on peut donner à ce mot, cette expression, un poids très lourd ou moins lourd. On a besoin d'un fédérateur, et c'est d'ailleurs l'esprit de la Ve République. Tout le monde est suspendu au retour hypothétique de Nicolas Sarkozy, et pendant ce temps, il ne se passe pas grand-chose. On ne parle pas d'idée à l'UMP, on ne parle pas de programme. Attendez, c'est pas moi qui en parle d'abord. C'est vous, et ce sont les médias. Vous voyez bien, ça vous obsède plus que moi. Non, pas du tout. C'est dans l'air. Deuxièmement, rappelez-vous, on était... Ça n'obsède pas Fillon, Copé, Xavier Bertrand, NKM, ça n'obsède pas tous ces gens. Mais c'est normal, puisqu'il y a une élection présidentielle au bout, et qu'il va falloir choisir un homme. Mais c'est loin, 2017. Ou une femme, un homme au sens générique du terme. Ou une femme. Moi, je préfère la Ve République avec ce défaut, c'est-à-dire des hommes qui ont des ambitions et qui se battent pour faire prévaloir leurs convictions. Ce qui me dérange, c'est quand on a affaire qu'à une lutte d'ego, sans conviction, sans idée. Mais est-ce que la difficulté de l'UMP, ce n'est pas finalement cette absence omniprésente de Nicolas Sarkozy? Alors, bon, il s'en va. Il a laissé un vide, qui est un vide énorme, qui n'a pas, on voit bien, qui n'a pas été rempli. Et un bilan qui est contesté aussi. Mais un bilan, c'est toujours contesté, heureusement. Oui, mais par exemple, sur le chômage, Nicolas Sarkozy s'est fortement engagé. Il termine son quinquennat avec 800 000 chômeurs en plus. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 5 ans? Il y a eu la crise. Non, il y a eu la crise. Oui, mais ça ne peut pas être la réponse à tout. La crise. Si, je vais vous dire. C'est un joker. Donc vous brandissez la crise et on ne peut plus discuter voyez, on ne peut même pas discuter de la crise. Non, on ne peut même pas discuter de la crise. Pas le temps, c'est ça le problème. Non, mais c'est intéressant. C'est comme si à la fin des années 30 ou juste après la Seconde Guerre mondiale, vous disiez ah ben ce qui s'est passé. Alors on peut parler de tout, sauf de la crise des années 30. Mais je ne vous dis pas qu'on ne peut pas en parler, mais on peut aller au-delà. Mais avant d'aller au-delà, il faut comprendre ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé est d'une gravité inouïe. Alors, comme tout ne s'est pas effondré, parce qu'on a fait en sorte, miraculeusement d'ailleurs, que les choses ne s'effondrent pas, on dit c'est rien passé ou pas grand-chose. Mais personne ne pouvait empêcher que le chômage augmente dans cette période. En revanche, on pouvait faire qu'au lieu qu'il explose dramatiquement, il augmente moins. Moi, je voulais attirer votre attention sur une autre mesure qui n'est pas liée à la crise, donc c'est plutôt sur l'éducation et l'enseignement supérieur. Et Nicolas Sarkozy, pendant 5 ans, il a vraiment mis des mesures en place pour l'élitisme républicain. Il y croyait vraiment, j'imagine, comme vous. Mais moi j'étudie à Sciences Po et j'ai vu des statistiques qui m'ont choqué. C'est qu'à Sciences Po, il y a 12 fois moins d'enfants d'ouvriers qu'à l'université publique. Et il y a 6 fois moins d'enfants d'employés qu'à l'université publique. Et est-ce que vous pensez qu'avec des mesures comme les internats d'excellence, vous n'entretenez pas ce mythe de l'élitisme républicain qui, on l'a vu, ne fonctionne pas et ne permet pas à tous les enfants de la République d'intégrer des... D'abord, je crois que tous les enfants de la République ne sont pas destinés à faire Polytechnique, à faire Sciences Po. Mais l'élitisme républicain est quelque chose auquel je tiens absolument, et vraiment de toutes les fibres de mon corps. C'est-à-dire que c'est la cet élitisme ne sera jamais démocratique.
Vous vous rendez mais moi, compte? je suis républicain avant. Sciences Po ne sera jamais démocratisé. Mais non, mais ça ne veut rien dire. Le problème, c'est l'élitisme est la seule façon, l'excellence, la recherche de l'excellence, l'école de l'excellence est la seule façon de donner une chance à tous les enfants. Voilà, parce que le jour où l'école ne cherche plus l'excellence, les enfants qui ont des familles qui peuvent les aider s'en vont ailleurs. Et ça devient l'école des pauvres, ça devient l'école de la médiocrité, ça devient l'école qui ne donne plus de chance à personne. Moi, je suis l'enfant d'une école où on mettait sur le même banc le fils de la femme de ménage, le fils de l'immigré, le fils de l'ouvrier, le fils du notaire, le fils du médecin. Et pourquoi ça ne marche plus ça aujourd'hui? Voilà. Mais ça ne marche plus parce que... Oui, c'est parce que ça ne marche plus parce que pendant 30 ou 40 ans, même plus, hein, ça a commencé à dérailler, c'est vrai, après mai 68. Moi, je me souviens, parce qu'après mai 68, on a commencé par dire « Oh, l'excellence républicaine, c'est pas bien ». Quand j'ai quitté l'école primaire, on expliquait, j'ai quitté en fin 68, hein, voilà, j'étais au cours de deuxième année quand il y a eu les événements de mai, et on expliquait qu'il fallait plus mettre de notes parce que ça traumatisait les mauvais élèves. On a continué à mettre des notes, monsieur. Non, pendant un temps, on n'en a plus mis, puis on en a remis. Et maintenant, on en met. Mais pas partout. Et ce que je veux dire, c'est que votre discours, il est très non. méprisant pour ceux qui n'y arrivent pas. Vous dites, non. Regardez, moi, je suis fils de pauvre, j'ai réussi. Alors, c'est culpabilisateur même, parce que celui qui n'y arrive pas, il se dit pourquoi je n'y arrive pas. Mais parce et ça, c'est l'élitisme. Parce que tout le monde ne devient pas prix Nobel. C'est cette idée. C'est l'opposition. Donc l'idée, c'est d'abandonner le modèle républicain. Comme ça, on fait des écoles pour les pauvres, qui vont rester pauvres tout le temps et qui vont jamais avoir leur chance. C'est tout. C'est vraiment... Mais vous savez, ce qui se passait avant, c'est que la proportion de fils d'ouvriers dans les grandes écoles était infiniment supérieure au moment où la République fonctionnait à plein, où l'élitisme républicain fonctionnait à plein. Et ceux qui restent dans ces classes, vous en faites quoi? Henri Guénaud, Rémi Attinger, s'il vous plaît. Non, c'est extraordinaire ça, c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur. Donc il ne faut plus qu'il y ait de bons élèves, il faut plus qu'il y ait de bons élèves, il ne faut plus qu'il y ait d'enfants d'ouvriers qui réussissent, parce que comme une partie ne réussit pas, il faut que les autres ne réussissent pas non plus. C'est le contraire de l'idée que je me fais de la République, c'est le contraire de l'idée que je me fais de la société, c'est le contraire de l'idée que je me fais de la République et même, voyez-vous, de la civilisation. On va poursuivre, si vous le permettez, Henri Guénaud, on va vous parler du discours, ce fameux discours de Dakar. Il a été, on pourrait presque dire, quelque chose de très marquant, en tous les cas, pour votre itinéraire depuis maintenant 3-4 ans. Donc je vous propose la réaction d'abord des jeunes du Bondi Blog et puis après, je vous laisse face aux 3 blogueurs et notamment Bala pour répondre à leurs questions. C'est un discours qui a été prononcé à Dakar, qui était à l'époque la capitale de l'AOF, donc l'Afrique occidentale française. Donc ça représente vraiment quelque chose en matière de colonialisme par rapport à la France. Et justement, dans son discours, le problème, c'est qu'il glisse de l'homme africain à l'homme noir, alors que l'Afrique, on sait que ça va de l'Algérie aux Comores et qu'il n'y a pas que des Noirs en Afrique. On peut dire que ce qui s'est passé récemment, ça a complètement ridiculisé la fameuse phrase de Sarkozy et de Guénaud. Il faut arrêter de dire Guénaud, non, c'est Sarkozy, il a vu le discours avant de le lire. Moi je pense que prononcer un mauvais discours, tout le monde en est capable. Après, le tout c'est de reconnaître après qu'on a fait une erreur, ne serait-ce que sur une phrase. Voilà. Alors monsieur Guénaud, moi j'ai lu votre livre attentivement et justement vous y revenez. Et vous, pour justifier justement cette phrase, vous citez Aimé Césaire qui a dit « Laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire ». Ouais, oui. Mais la seule différence, c'est que vous avez décontextualisé la citation. Par exemple... Je n'ai pas cité, c'était une réponse à la citation, quelques décennies plus tard. Non, mais lui, il l'a cité en 1956. Absolument. Pour le Congrès des écrivains et artistes noirs. Non, il l'a cité surtout dans le... Oui, mais aussi à ce moment-là. Et lui, il décrivait une situation, il parlait des peuples noirs. Donc c'était déjà plus englobant. C'était tous les peuples noirs de la Terre. Il s'adressait aux puissances coloniales. Il s'adressait à la France, qui était soumise face aux aspirations de liberté des peuples d'Afrique. Les laisser entrer dans l'histoire, c'était avoir leur indépendance. Donc quand vous dites que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire, et que vous vous référez à Césaire, en fait, vous décontextualisez, vous pouvez au moins l'admettre. Non. Alors, premièrement, il l'a dit dans le discours sur le colonialisme. Donc, ça portait bien sur la question coloniale. C'était l'idée qu'il fallait que ce qu'il appelait les peuples noirs, et si on avait employé le mot noir, on aurait été encore plus stigmatisé. J'ai employé homme africain pour ne pas avoir à employer le mot noir, ni les mots qu'employaient Césaire ou Senghor. La phrase qu'on a souvent citée, c'est juste une réponse ou un bilan. Plusieurs décennies après, on a donné l'indépendance aux peuples africains. Bon, ils l'ont prise, ça dépend des endroits. Oui, beaucoup l'ont gagné quand même.
Oui, enfin, s'agissant de l'Afrique française, par exemple, au Cameroun, ça a été dans le sang quand même. Alors, par exemple, sur l'Afrique française. Il y a quelques décennies plus tard, est-ce que les peuples noirs sont rentrés sur la grande scène de l'histoire? Est-ce qu'ils ont pris en main leur destin et est-ce qu'ils ont écrit leur propre histoire? Mais non, ils ont été exploités, ils ont été... oui, c'est peut-être que l'Occident n'est jamais parti en réalité. Mais parce que partis, d'autres sont arrivés. Aujourd'hui, il y a des Chinois, des Américains. Dire ça à Nicolas Sarkozy alors qu'il était sur le yacht de Vincent Bolloré 2 mois avant. C'est ça qui choque un peu dans ce discours. Écoutez, non, mais ça, là, vous faites de la politique comme les plus vieux politiciens. Vous avez 20 ans, c'est quand même extraordinaire. Mais non, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ce discours, c'est le premier discours où un chef de l'État français fait une critique du colonialisme. Le premier. Tout en l'encourageant. En même temps, le premier. Il l'encourage à côté. La critique n'est pas totale. Non, il n'encourage rien à côté. Non, mais la critique n'est pas totale. Parce que Nicolas Sarkozy rappelle que les colons ont construit des hôpitaux, des écoles, des routes. C'est vrai, mais c'est insultant par rapport... Non, il n'y a rien à dire. On dilue les souffrances induites par le colonialisme en disant, regardez, on n'a pas été si méchants, on a construit des routes, des hôpitaux. Non, c'est que tous les gens... Non, c'est que le colonialisme, c'est dit, est une injustice profonde, mais tous ceux qui ont participé à cette aventure n'étaient pas tous des exploiteurs, n'étaient pas tous des salauds. Non, il y a eu aussi des gens qui ont soigné, éduqué. Voilà, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, Henri Guénaud, justement, pour parler de ça, en dépassionnant ce discours? Mais vous ne pouvez pas dépassionner. Mais c'est ça le problème de cette génération aujourd'hui. Mais il n'y a pas besoin de dépassionner d'abord. Il faut poser tout ça sur la table et réfléchir et avancer. Ce discours, il avait quel but? Il avait pour but de dire aux Africains et à la jeunesse africaine, puisqu'il s'adressait à la jeunesse africaine, voilà, jusqu'à présent, l'Afrique n'a pas pu prendre en main son destin. Prenez-le. Le monde, arrêtez de vous laisser entraîner par les gens qui vous disent il y a le monde et vous. Le monde, il vous appartient, il est à vous comme à nous. Et il vous plaît pas? Eh bien, changeons-le ensemble. Mais comme dit Rémi, lorsque vous tenez un discours comme ça, Henri Guénaud, et qu'à côté de ça, une partie de l'économie du pays dans lequel vous tenez ce discours est tenue par des grandes sociétés françaises, est tenue par ce qu'on appelle la France-Afrique. Non, mais ça dépend. Il y a des vrais problèmes. Oui, bien sûr, il y a et des problèmes. Et je pense que ça va de la responsabilité de votre génération aujourd'hui d'expliquer à la jeune génération qu'il y a moyen de faire autrement aujourd'hui pour vraiment développer ce territoire. Mais le fait qu'il y ait une partie de l'économie qui appartienne à d'autres, c'est partout pareil. Je veux dire, c'est pas. Non, mais ça c'est normal, même en France. Excusez-moi, mais quand l'ONU cite le groupe de Vincent Bolloré, comme quoi ça augmente la corruption en République démocratique. Mais ça c'est le problème. Après, c'est le problème du comportement de chacun. Est-ce que vous accepteriez l'éventualité finalement d'un mea culpa ou d'une reconnaissance d'une erreur sur cette petite phrase? Non. Ah non. Non, je ne vois pas en quoi cette phrase elle est scandaleuse. Si on considère cette phrase scandaleuse, c'est qu'on a une opposition radicale et irréductible sur ce qu'est la dignité humaine, sur ce qu'est le respect de l'autre. Est-ce que vous avez conscience de la difficulté que nous aurons pour les 50 ans à venir pour justement finalement soigner toutes ces blessures? Parce que vous-même, vous ne pouvez même pas accepter l'idée d'avoir fait une erreur sur une petite phrase. Mais parce que c'est pas une erreur, je l'assume cette phrase. Je l'assume totalement. Mais vous savez, il y a beaucoup d'Africains, parce que c'est intéressant, il y a des Africains qui disent c'est scandaleux. Il y a beaucoup d'Africains qui traversent la rue pour me dire ce que vous avez dit. Oui, mais le problème, vous en parlez dans le livre. Voilà, vous citez quelqu'un, mais on ne sait pas qui c'est. Vous ne donnez même pas son nom. C'est peut-être un ami imaginaire, je ne sais pas. Alors c'est une note qui manque. À l'envers, à l'endroit. Alors on va poursuivre. C'est une note qui manque, mais on va poursuivre si vous le permettez. Éclairer ma lanterne sur la note qui manque, ça me ferait plaisir. Je vous donnerai la référence des deux livres. Écoutez, on a 52 minutes d'émission, c'est compliqué, il y a beaucoup de ferveur. Je vais finir là-dessus. Je continuerai à défendre la dignité de ce discours. On peut être en désaccord. Mais ce qui m'a choqué, moi, c'est pas le désaccord. Ce qui m'a choqué, c'est l'accusation de racisme. Mais on vous a jamais dit ça. Non, pas vous, mais je parle du débat. Ne réglez pas vos comptes avec les autres sur ce plateau. Alors, Henri Guénaud, on va poursuivre. On va revenir en France. C'est assez dur à supporter. S'il vous plaît. D'où ma passion à moi aussi. Je comprends qu'il y ait beaucoup de tensions, tout ça, mais permettez-moi, parce qu'il faut absolument avancer. Donc, Henri Guénaud, on va revenir en France pour parler de la modernisation de la vie publique ou de la vie politique. Et on a donc demandé à Latifa de faire un petit reportage justement à l'Assemblée nationale, un lieu que vous connaissez depuis 18 mois, pour recueillir finalement la parole des différents députés sur ce débat qui secoue donc la classe politique, notamment depuis l'affaire Cahuzac.
Henri Guénaud, l'été dernier, a estimé que les députés n'étaient pas assez payés au vu du travail qu'ils accomplissaient. Cela ne semble pas être l'avis de Noël Lenoir, déontologue de l'Assemblée nationale, qui, dans son dernier rapport, préconisait de baisser une de leurs indemnités de 40%. Alors qu'en pensent les députés et voteraient-ils la mesure si on leur soumettait à l'Assemblée nationale ? Est-ce que vous aviez entendu parler du dernier rapport de la déontologue de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous en pensiez? Oui, j'ai entendu parler et je m'en contrefous. Et pourquoi? Parce que c'est inintéressant. Un député touche en net 5 200 € par mois, en chiffre rond. C'est évidemment une somme énorme pour quelqu'un qui est au SMIC, mais si on nous met au niveau d'un cadre, après tout, on peut considérer qu'un parlementaire est un cadre de la République, comme un cadre d'entreprise. Ce n'est pas si choquant. Maintenant, je le dis avec beaucoup de précaution, parce qu'encore une fois, ce montant peut choquer, peut surprendre. Moi, je crois qu'il faut cesser de faire de la démagogie et il faut cesser de nourrir le populisme et l'antiparlementarisme qui sont depuis toujours latents en France. Un député, c'est taillable et corvéable à merci. On travaille 7 jours sur 7. Quand on voit le poids des responsabilités, le temps, l'énergie que ça demande, les sacrifices, on part très peu en vacances, on voit très peu notre famille. On a énormément de textes. Je veux dire, un député américain, c'est 20 salariés qui travaillent pour lui. Rien ne lui échappe. Il a des vrais pouvoirs. Ici, on fait semblant d'avoir du pouvoir. Voilà. Bon, on a le salaire qu'on mérite au regard du travail qu'on fait. Nous n'avons pas suffisamment de moyens pour accomplir notre travail de production législative et de contrôle de l'exécutif. Les députés sont très très loin d'être les mieux payés du monde, très très loin d'être des nabables. Je gagnais beaucoup plus quand j'étais à la télévision française. Les députés sont unanimes. Selon eux, les moyens dont ils disposent ne leur permettent pas d'assurer leur mission correctement. Mais qu'en pensent des spécialistes du travail parlementaire ? Alors, Regard Citoyen s'est créé en 2009. L'idée, c'était avant tout de fournir un outil pour donner accès facilement à tous les citoyens à l'activité de nos députés, parce qu'en général, on ne sait même pas qui est notre député, qu'est-ce qu'il fait concrètement. Et donc, du coup, c'était essayer de récupérer toutes les infos existantes à l'Assemblée nationale et au journal officiel et de les remettre en forme d'une façon telle que le citoyen pourrait essayer de comprendre concrètement ce que c'est que l'activité parlementaire. Je pense que la démocratie a un coût. Et c'est normal que les députés soient suffisamment rémunérés pour empêcher que, par exemple, ils puissent être achetés par tel lobby ou être corrompus dans leur travail. Feu Guy Carcassonne disait quelque chose de très intéressant, c'est que le Parlement ne manque pas de moyens, mais il manque de parlementaires pour l'exercer. Si M. Guénaud veut effectivement mettre les citoyens devant la question de est-ce que les députés devraient toucher plus, par exemple, peut-être qu'il pourrait publier l'intégralité de ses frais de mandat, faire la transparence et mettre du coup les citoyens devant les faits et pouvoir juger sur pièce. Nous l'avons bien compris, être député représente une importante charge de travail. Mais entre nous, Monsieur Guénaud, dans un pays où le salaire médian est de 1 700 €, comprenez-vous que ce genre de déclaration puisse choquer? Voilà, donc c'était un reportage de Latifa Oulkouir. Voilà. Vous êtes conscient quand même que chez vous, il y a vraiment la nuit et le jour. Quand on vous lit, c'est le jour. On est éclairé et quand on vous voit dans les médias, il y a beaucoup de casseroles qui sortent quand même. Il y a une contradiction entre l'enfant qui pleurait et le député qui nous dit qu'il n'est pas assez bien payé. Enfin, là, il y a une contradiction claire. Mais pas du tout. D'abord, il y a deux façons de faire de la politique. La première, c'est de raconter ce que les gens ont envie d'entendre, de faire de la démagogie, de mentir. Bon, de mentir d'abord sur soi-même. Oui, voilà. Mais il y a une décence à avoir, peut-être. Mais non, où est la décence? Tout le monde dans la société peut dire « je ne gagne pas assez d'argent, je ne suis pas assez bien payé ». Tout le monde, sauf l'homme politique. Et pourquoi? C'est pas sauf l'homme politique, mais c'est parce que vous représentez des gens qui votent pour vous. Et alors, oui. Et qui sont loin de votre condition. Oui, et justement, quand on voit... C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de fils de femmes de ménage au pouvoir. Et quand on voit ça, on se demande, mais si même eux pourquoi ne défendent pas... Et pourquoi pas? Pourquoi ces déclarations? Mais parce qu'on m'a posé la question, est-ce que vous trouvez que vous êtes bien payé, que vous avez les moyens de travailler? J'ai dit, non, je trouve que je ne suis pas bien payé. Je n'ai même pas demandé d'être augmenté. J'ai dit simplement, non, je ne suis pas bien payé. On va y revenir. Des répercussions que ça peut avoir chez certaines personnes qui vous regardent. Non, je pense qu'il faut regarder les hommes politiques autrement. On juge un homme politique sur la manière dont il regarde la misère sociale, dont il regarde l'injustice, et ce qu'il est prêt à faire pour corriger l'une et l'autre. Croyez-vous qu'en diminuant... Mais dire je suis pas assez bien payé, ça ne corrige rien en fait. Non, mais diminuer par 2 le salaire des parlementaires ne réduira pas le chômage ni la misère. C'est le seul métier où à 56 ans, vous êtes payé la même chose qu'à 25 ans. C'est le seul métier où vous gagnez la même chose à Paris qu'en province. Et je peux partir demain... Ma question, c'était par rapport à la décence, par rapport à d'autres qui souffrent. Mais non, c'est pas ça la décence. L'indécence, pour moi,
Hein, l'indécence, c'est de nier la misère, c'est de nier l'injustice, ou c'est de tirer profit des misères et des injustices des autres. Ça, c'est de l'indécence. Mais quelqu'un qui prend cette phrase, justement, de voler, peut penser que vous niez la misère. Non, pas du tout. Pas du tout. Il le pense si... Vous êtes déconnecté de la réalité d'une majorité de Français, oui, non, dont le salaire médian est de 1 800 €. Mais alors, c'est amusant, parce que des journalistes m'ont posé cette question, des journalistes qui gagnent 10 fois ce que je gagne. Je vous rassure. Non. Mais l'indécence, elle est où? L'indécence, elle est où en me disant, mais vous vous rendez compte, c'est 2 fois le salaire moyen. Mais ma mère ne s'est pas sacrifiée, et moi non plus, pour que je gagne le salaire moyen. Ah non, mais c'est très important. C'est que moi, je ne suis pas un égalitariste. Je suis pour l'égalité et pas pour l'égalitarisme. Et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Le mérite, la réussite, ça se paye. Voilà. Et moi, je veux être respecté. Je ne gagne pas bien ma vie par rapport à ce que ma famille était habituée à avoir, par rapport au prix de l'immobilier à Paris, par rapport aux sacrifices que je suis obligé de faire. Je les ai faits pour moi et je les ai faits pour ma famille aussi. Mais je ne me compare pas au sort d'un mineur, d'un chômeur, etc. Bien que moi, je suis un des rares hommes politiques qui était chômeur dans sa vie. Voilà. Et oui, il n'y en a pas beaucoup qui sont allés s'inscrire au chômage. J'espère qu'on va en parler de ça. Bien sûr qu'on va parler de ça. Non, mais ça, c'est intéressant. Olivier Galzi avait raison, vous partez au quart de tour. Or, on est vraiment ensemble. Non, j'aime bien aller au bout des quarts d'heure. J'aime bien quand on ouvre un sujet qu'on aille au bout. On arrivera au bout, vous inquiétez pas. D'ailleurs, moi, j'ai un tuyau pour vous, si vous le permettez, Henri Guénaud. Si vous voulez payer moins cher l'immobilier, venez vous installer à Bondy. Vous verrez que ça coûtera beaucoup moins cher qu'à Paris. Faiza. Pendant la campagne législative, une journaliste du Monde qui vous demandait pourquoi est-ce que vous ne vous présentiez pas à Arles, votre terre d'origine, vous avez répondu: pourquoi serais-je allé dans une circonscription perdue d'avance avec un FN en embuscade? Est-ce que ça, c'est pas révélateur des pratiques un peu d'arrière-boutique? On prend une circonscription parce qu'elle est facile à gagner, sans implantation ni c'est vrai, je vais vous dire là aussi la vérité. Parfois le discours. Pourquoi je vais vous dire aussi la vérité? Vous vivez dans un monde où on l'a dit jamais. Oui, je me présente pour être élu, pas pour être battu. Premièrement. Deuxièmement, je me présentais pas pour me retrouver en tête-à-tête avec le FN. Oui, je l'assume. Troisièmement, j'ai une famille, j'ai une vie, et il se trouve que ma vie depuis longtemps n'est plus à Arles, ma ville natale. Donc, je ne vais pas à Arles. Certains m'ont dit, ceux qui trouvaient que j'étais parachuté, m'ont dit: mais quelle attache avez-vous avec cette circonscription? Comme si on pouvait avoir une attache avec une circonscription, avec une ville, d'accord, mais une circonscription. Je leur ai dit: aucune. Mais aucune. Vous savez, je n'y suis pas né, je n'y ai pas fait mes études, mes parents non plus, mes grands-parents encore moins. Voilà. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Parce qu'elle était proche de Paris. Pourquoi j'ai choisi une circonscription proche de Paris? Parce que je veux faire de la politique nationale. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de peser sur la politique nationale et sur l'histoire. Et les militants de cette circonscription, et ils ont voté pour moi. Je n'ai pas menti. On m'a dit: est-ce que vous allez habiter là? J'ai dit non, je ne viendrai pas habiter là. Ça s'appelle la démocratie. Et si j'avais été battu, je serais rentré chez moi, j'aurais fait autre chose. Est-ce que c'est pas une démocratie au forceps? Vous arrivez... Mais au forceps de quoi? Au forceps de quoi? Ils pouvaient choisir les gens. Personne ne leur a dicté. Vous savez, Churchill, il a gagné la guerre. J'y reviens, je le répète sans arrêt, mais parce qu'il faut que ça rentre dans la tête de tout le monde. Il a gagné la guerre et perdu les élections. Après la guerre. Bon, il aurait mieux valu qu'il perde la guerre qu'il gagne les élections. Non. Henri Guénaud, puisque vous parlez de Churchill, moi, la phrase que j'aime chez Churchill, c'est mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Ça, c'est une phrase que j'adore et je pense que c'est une phrase qui a été finalement posée il y a 3 ou 4 ans, notamment dans ce fameux débat sur l'identité nationale. Et nous, déjà à l'époque, nous avions fait un reportage sur finalement qu'est-ce qu'être français. Et j'aimerais vous faire regarder ce reportage. Donc c'est une rediffusion, ça prouve que le débat n'est pas clos. Donc vous regardez ce reportage et puis on conclura juste après celui-ci pour débattre. Ah oui, ça passe vite, hein. On regarde ce reportage de Faiza Zerouala et on conclut l'émission. Bondy, blague, café. Quart de tour. Marche. En avant. Qu'est-ce qu'être français? Pour le droit, c'est posséder une carte d'identité estampillée RF, République française. C'est une première réponse, mais une réponse incomplète. Un bout de papier ne peut pas nous définir. Être français, c'est un sentiment, comme on tombe amoureux. C'est inexplicable. On peut dessiner les contours de la France, mais ceux de l'identité nationale restent flous, presque insaisissables. Être français, c'est peut-être se ressentir comme un maillon dans une chaîne, faire partie d'une lignée, être un individu relié aux autres malgré soi. La culture, des valeurs plus ou moins définies, font alors office de ciment. La culture, ce n'est pas seulement les immortels de l'académie, c'est aussi ce qu'on mange, ce qu'on voit au cinéma, ce qu'on lit.
C'est aussi partager les mêmes souvenirs d'enfance, avoir vu les mêmes dessins animés, avoir écouté les mêmes musiques au fil des modes et avoir porté les mêmes vêtements hideux à l'adolescence. C'est aussi adorer détester notre classe politique qui est parfois la plus bête du monde. Être français, c'est également rêver en français. C'est habiter sa langue, se l'approprier, la tordre dans tous les sens. Et cet inventaire à la Prévert est déclinable à l'envi. Mais Marianne a un autre visage aussi, plus laid, plus cruel, plus détestable. Le ciment se fissure quand certains le grattent trop. Être français, c'est un sentiment violent aussi. Les Français d'origine étrangère peuvent se sentir indésirables, comme une fiancée rejetée par sa belle famille. On a alors envie de la quitter parce qu'on ne serait pas d'origine contrôlée. La rupture n'est pas définitive. Comme dans un vieux couple, on a besoin de respirer afin de mieux se rabibocher. Pour aimer cette France-là, il faudrait qu'elle s'aime mieux. Qu'elle cesse de se rendre malade de ses identités multiples. Et pourtant, malgré toutes ces imperfections, la France, on continue de l'aimer, comme on chérit un amoureux un peu bancal. Voilà, donc c'était un reportage réalisé par Faiza Zerouala. Voilà. Alors, M. Guénaud, moi, je voudrais vous parler d'enseignement et de l'histoire qu'on enseigne justement à la jeunesse et au roman national qui est raconté. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, au vu des blessures identitaires, il ne faudrait pas créer un nouveau roman national qui prend en compte toutes ces blessures? Non, je pense que ces blessures, il faut les soigner chaque fois que l'on peut. Mais je reprends un mot de Finkielkraut dans son dernier livre sur l'identité. Oui, mais que je trouve très intéressant. Il dit, moi, je venais de Pologne avec mes parents. Personne à l'école de la République ne m'a jamais demandé de parler de mes origines. Personne ne m'en parlait. On ne me demandait pas de les oublier non plus. On me demandait juste d'être un élève attentif, de faire mes devoirs, d'apprendre mes leçons. On sait bien que nous ne sommes pas tous des descendants des Gaulois. Mais nous acceptions tous de prendre en partage cette histoire commune et ce passé commun. En plus, moi, j'ai toujours préféré les je vais vous donner un exemple précis. Ce matin, à la radio, Marion Maréchal Le Pen, votre collègue, a déploré le fait que Nicolas Sarkozy et Rachida Dati aient donné des prénoms étrangers à leurs enfants. Or, pour elle, l'intégration passe par le prénom. Est-ce qu'en transformant Mohamed en Jean, ça va lui permettre de trouver du travail? Est-ce que c'est une solution? Non, mais c'est quand même un peu révélateur. Moi, quand j'étais jeune, tout le monde qui vient d'Afrique noire, du Maghreb, de Pologne, d'Arménie, donner des prénoms français à ses enfants. Ça marquait une volonté d'assimilation républicaine. Bon, cette période est terminée, l'évolution fait... Mais je ne suis pas sûr que ça soit réjouissant, mais c'est un fait. Voilà, c'est un fait. Encore une fois, le culte des origines, poussé à l'extrême, que ça soit des origines du français de souche, qui n'a aucun sens, puisque la plupart des gens sont un jour venus d'ailleurs. Bon. Ou que ça soit le culte des origines du français qui vient d'ailleurs. C'est extrêmement dangereux, parce que ça conduit au communautarisme et à l'exclusion. Donc Julia Sarkozy est communautariste en s'appelant Julia. Je n'ai pas dit ça. Ne faites pas encore une fois de la politique comme les vieux. Je n'ai pas dit ça. Il faut insister sur ce qui nous unit, pas sur ce qui nous distingue. Voilà ma conviction profonde. Moi, dès que j'entends parler d'intégration, je pense à moi, je parle d'assimilation. Vous voyez, je suis beaucoup plus... Parce que Rémi, avant, il s'appelait Rachid. On l'appelait Rémi. Je pense à ces gens qui vivent en France, qui travaillent en France et qui payent donc des taxes en France et qui aimeraient participer à la vie politique du pays. Et vous, ces gens-là, vous leur refusez en partie de l'intégration en leur refusant de voter aux élections locales. Non. Moi, je pense que la nationalité est quelque chose de très important, qui est très symbolique, qui couronne un parcours d'assimilation, c'est-à-dire de volonté d'être français, et que le droit de vote, ça va avec la nationalité. Je n'en démordrai jamais. Mais quand vous aurez détruit la nation... Quand on complique l'accès à cette nationalité, notamment l'UMP l'a beaucoup compliqué pendant le quinquennat de Sarkozy. N'exagérons rien. N'exagérons rien, mais ça doit être le couronnement d'un parcours d'assimilation. Ça doit être aussi le fruit d'une volonté. Mais il y en a beaucoup qui sont déjà assimilés et qui ont la volonté. Pourtant, ils ne deviennent pas français automatiquement. Mais parce que la plupart l'ont pas demandé. La plupart, voilà. Et je ne vais pas donner le droit de vote à tout le monde. Ça veut dire quelque chose d'appartenir, d'avoir une nationalité. Voilà, ça veut dire quelque chose. On a donné le droit de poser des questions aux jeunes ici autour de cette table. On va élargir en réalité ce droit. Et on va donc pousser les jeunes qui sont autour de nous à poser un certain nombre de questions. On va prendre 2 ou 3 questions. Donc première question, par ici. Bonsoir, Monsieur Guénaud.
Je vois que vous êtes venu accompagné de Éric Raoult, donc visiblement qui vous soutient. J'aimerais savoir si vous le soutenez et si vous soutenez les propos qu'il a tenus, les propos parfois racistes qu'il a tenus. Quand il dit, par exemple, quand on lui demande pourquoi il n'y a pas beaucoup de noirs au Parlement et qu'il dit c'est pourquoi pour un mariage blanc, ce genre de propos. Est-ce que vous le soutenez? Je vais vous dire, d'abord Éric Raoult est mon ami et j'assume mes amitiés. Voilà. Deuxièmement, je pense qu'il faut arrêter de tout mélanger. Le racisme, c'est quelque chose de très précis, de très grave, de très lourd de conséquences. Si on appelle, si la moindre plaisanterie de mauvais goût, voire de très mauvais goût, c'est du racisme, alors on va faire le lit du racisme. Ce qui alimente le plus, je vais vous dire, le racisme, c'est l'utilisation. Mais quand un élu de la République alimente le racisme par des blagues comme ça... Moi, je connais Éric Raoult depuis très longtemps et je suis sûr d'une chose, c'est qu'il n'est pas raciste. Voilà, vous soutenez ses propos. Mais ce sont les siens, c'est pas les miens. Je ne reprends pas tous ses propos à mon compte et je sais qu'il n'est pas plus raciste que vous. Non, mais non. Mais non, mais non. Et le jour où vous rencontrerez vraiment des racistes, vous verrez, ça vous fera un choc. Ouais. Bonjour Monsieur Henri Guénaud, c'est plutôt une remarque. Je vous écoute depuis 1 heure, là, devant. Je me rends compte qu'en fin de compte, vous êtes quelqu'un qui se bat plutôt contre l'indifférence, mais qui est condamné finalement à rester qu'un figurant de la vie politique. Ça dépend de vous. C'est dur. Non, pour moi, la situation, elle est très simple. Soit j'arrive à peser et je continuerai, soit je n'y arrive pas et j'irai faire autre chose. C'est pas ma question, Henri Guénaud. Je disais simplement que vous n'êtes qu'un figurant de la vie politique. Est-ce que c'est dur de vivre ça, finalement? Je suis pas plus un figurant. Pourquoi je ne suis pas un acteur? Depuis tout à l'heure, vous n'avez pas donné d'idées. Vous avez fait que commenter. Vous êtes un commentateur, si vous préférez. Mais ça, vous voyez, c'est extrêmement désagréable. J'imagine, oui. Oui, c'est un ton que je déteste. Voilà. C'est le ton des gens qui n'ont rien à dire, sauf à essayer d'humilier ou de mépriser celui auquel ils parlent. Eh bien, ce n'est pas ma conception des choses, pas ma conception des rapports humains. J'ai répondu aux questions qu'on m'a posées. Il se trouve que vos camarades, ils s'intéressaient au discours de Dakar, qui s'intéressaient à ma petite phrase sur le salaire des députés, qui s'intéressaient au problème des prénoms, etc. J'ai répondu aux questions qui m'ont été posées. Je l'ai fait avec le plus de sincérité possible. Ça peut ne pas vous plaire, mais ça m'est égal. Ce sont mes réponses. Et c'est ma sincérité et ma vérité à moi. Très bien. Mehdi. Voilà. Henri Guénaud, j'ai lu dans un article que un soir, Nicolas Sarkozy vous a surpris en train de pleurer sur un discours que vous lui écriviez. Mais moi, qui ai 14 ans et qui grandis dans une société dont le racisme, les inégalités et le chômage ne font qu'augmenter, je voulais savoir si vous pourriez pleurer sur ces problèmes-là plutôt que sur vos discours que vous écriviez à Nicolas Sarkozy. Vous savez, on peut pleurer sur un tas de choses. D'abord, j'ai jamais pleuré sur un discours. C'est une version un peu revisitée de l'histoire. Mais bon, elle appartient à son auteur. C'est Nicolas Sarkozy qui a dit ça. Il m'est arrivé d'être ému, oui, par des choses qu'on allait dire. Mais pleurer, je ne pleure pas très souvent, mais ça m'arrive. Ça m'arrive d'être saisi par l'émotion. Et on peut être saisi par l'émotion dans beaucoup de cas. On peut être saisi par l'émotion quand votre mère meurt. On peut être saisi par l'émotion quand un enfant souffre. On peut être saisi aussi par l'émotion quand on lit un livre qui vous émeut. Par exemple, quand j'ai lu Le Premier Homme de Camus, j'étais extrêmement ému. Voilà. Mais comment pouvez-vous imaginer que la plupart de ceux qui font de la politique peuvent ne pas être émus par l'injustice, par la misère, par la souffrance? La question est comment on répond à tout ça? Quelle transgression on est prêt à faire pour arrêter cette catastrophe qui est en train de détruire la société, qui est en train de détruire les hommes et les femmes qui vivent dans cette société? Comment fait-on pour empêcher que ce monde invivable, cette société invivable dans laquelle nous sommes et que nous avons construit la droite et la gauche, comment faire pour que ce monde invivable cesse enfin d'être invivable? Voilà, merci beaucoup en tous les cas d'être venu ici au Bondy Blog. On vous demande encore un petit effort, c'est une petite dédicace. D'ailleurs, avant de dédicacer, vous pouvez voir qui était là auparavant. C'est une histoire comme ça pour voir un peu les archives de ce Bondy Blog Café. Pendant ce temps, moi j'ai le temps de remercier Rémi Attinguet, Feiza Zerwala et Bala Fofana d'avoir préparé cette émission. Et tout à l'heure, vous parliez donc de Camus. Je vous propose aussi bien sûr le livre que vous avez écrit, donc qui s'appelle Camus au Panthéon, discours imaginaire. C'est un livre qui est en librairie depuis quelques jours. Alors je vous demande de lire à haute voix de façon à ce que tous les jeunes ici présents entendent votre dédicace.
Le Bondy Blog, une rencontre avec une jeunesse dont le premier défi est d'assumer sa jeunesse, c'est-à-dire son regard neuf sur le monde. Merci beaucoup en tous les cas d'être venu ici au Bondy Blog. Je vous donne rendez-vous le mois prochain avec LCP et France O. Merci. Il peut rapidement vous dominer intellectuellement parce qu'on sent qu'il est très sûr de son savoir, de ses références. Il est passionné, il s'emporte souvent. C'est vrai qu'il s'énerve souvent. À la fin, on voyait, il était rouge. Il accélérait le débit de ses paroles. Voilà, il était vraiment, il donne de sa personne. C'est un homme d'idées plus que de concret. Ouais, ça c'est sûr. C'est vraiment ça. Il n'est pas capable de nous citer une mesure concrète. Il doute jamais. Ouais. Et c'est ce qui le rend si peu naturel en fait. Non mais il est né 50 ans trop tard, enfin il aurait dû faire de la politique sous De Gaulle. C'est ça, il est vraiment avant, il est dans les idées, dans la culture, dans des références très profondes. Il a beau nier d'être sarcolâtre, pour moi, plus je l'écoute parler, plus j'ai l'impression de voir une ado de 14 ans face à Justin Bieber.